Bonjour à vous et bienvenue dans le 194e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Bulleur vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dans une première partie, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde, je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de Moi, Cléopâtre, dernière reine d'Égypte, album passionnant que consacre l'autrice Isabelle Detand à cette grande figure de l'histoire, un titre édité chez Dargaud. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, White Only, album consacré à la tenniswoman noire américaine Althea Gibson, un titre que l'on doit au scénario de Julien Frey, au dessin de Sylvain d'Orange et c'est publié chez Glénat. Je parlerai ensuite de l'album Ben Barka, La Disparition, que l'on doit au scénario du journaliste David Servenet, au dessin de Jack Reynal et c'est publié aux éditions Futuropolis. Avec le baiser du Sphinx, je vous parlerai du nouveau Bastien Vives qui permet de découvrir un nouveau duo qui sera récurrent à titre édité chez Casterman. Il sera temps ensuite de vous parler de La Crevette, un album original que l'on doit au scénario de Zidrou, au dessin de Paul Salomon, et le titre est édité chez Le Lombard. Je vous présenterai aussi le premier tome sur 3 de Prévu de Shin Zero, album au format manga que l'on doit au duo Mathieu Bablé au scénario, Guillaume Singelin au dessin et c'est disponible chez Rue de Sèvres au sein du label 619. Enfin, je terminerai par la réédition d'un album pour le moins singulier, Ripple, une prédilection pour Tina, un titre que l'on doit à Dave Cooper et aux éditions Hubert pour la France, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. C'est d'un destin extraordinaire dont il va être question dans l'épisode de cette semaine, un destin qui a dépassé les frontières et les époques pour arriver jusqu'à nous, mais bien souvent en s'arrangeant avec la réalité historique. L'héroïne de cette histoire n'est autre que celle qui fut la dernière reine d'Égypte, celle dont la légende a nourri tous les fantasmes, celle dont le nez est resté à la postérité, alors qu'il semble qu'il fut bien différent de celui que l'on a retenu. Avec l'album Moi, Cléopâtre, dernière reine d'Égypte, l'autrice Isabelle Detand tente de rendre à cette illustre femme une destinée et des traits plus en adéquation avec la vérité historique dans un album plus que passionnant. Aujourd'hui, nous en savons un peu plus sur Cléopâtre, mais pendant longtemps, c'est surtout la vision que les Romains pouvaient avoir sur elle qui a prévalu, une vision qui était loin d'être amicale et aimable, surtout lorsque l'on parle d'une femme de pouvoir. Le premier malentendu vient d'ailleurs de là. On a longtemps imaginé une femme qui utilisait ses atouts physiques pour séduire les hommes, or il apparaît que Cléopâtre était surtout une femme intelligente et fine stratège, double qualité qui ne manquait pas de charme non plus. Descendante des Ptolémées, originaire de Grèce, elle va régner sur l'Égypte une bonne partie de sa vie, pendant une vingtaine d'années, réussissant à faire prospérer ce territoire que l'armée romaine a conquis, mais qui garde une certaine indépendance. Isabelle Detand, au scénario comme au dessin, va permettre, grâce à cet ouvrage, à la fois de comprendre les enjeux politiques qui secouent cette région à cette époque, mais surtout de découvrir le personnage de Cléopâtre en la suivant dans son quotidien. C'est d'ailleurs une Cléopâtre en compagnie de son singe que l'on découvre dès les premières pages. Les deux esprits sont revenus d'outre-tombe et observent l'Égypte moderne, occasion idéale pour nous raconter ce que fut ce territoire à l'époque antique.
C'est ce biais narratif que va utiliser l'autrice pour revenir de manière chronologique sur la vie de cette femme au destin extraordinaire dont le parcours sera jonché par les trahisons, les drames et les alliances. On découvre ainsi comment elle a dû s'allier avec Jules César pour pouvoir renforcer sa légitimité et sa place sur le trône, elle dont il n'était pas forcément prévu qu'elle se retrouve un jour à la tête d'un si grand territoire qu'est l'Égypte de l'époque antique. De même, on découvre que selon les coutumes en vigueur, elle va devoir se marier à ses deux frères qui ne vont avoir de cesse d'essayer de reprendre la main sur le pouvoir, poussant même Cléopâtre à faire assassiner l'un des deux. On se dit d'ailleurs à la lecture que si la politique en 2025 nous paraît cruelle et sanglante, elle est en fait bien douce au regard de cet album, Cléopâtre elle-même ayant dû avoir recours à la violence pour pouvoir asseoir sa légitimité et son autorité. C'est d'ailleurs une femme avec toutes ses contradictions qui apparaît au fil des 208 pages de cette bande dessinée, une femme qui vient trouver refuge et réconfort auprès de la momie de Khéops, ou plutôt Khnum Khufu, qui devient son confident par-delà la mort. Le dessin d'Isabelle Detand, dont la mise en couleur permet de bien saisir quand nous avons la Cléopâtre fantomatique avec son singe pour lui tenir compagnie, ou la Cléopâtre bien vivante, permet de passer un très bon moment de lecture dans cet album. Le trait se veut fin et précis, les personnages bien campés, le style semi-réaliste permet aussi de redonner vie à l'ensemble des protagonistes, nous faisant ainsi plonger de la plus belle des façons dans cette période de l'histoire que, pour ma part, je ne connaissais pas très bien. Bel hommage à une reine, mais aussi et surtout à une femme, rappelant au passage que le pouvoir et la violence n'est pas le seul apanage des hommes, cet album permet de redécouvrir une grande figure de l'histoire que la légende a parfois abîmée. Ce sont les éditions d'Argo qui publient cet ouvrage passionnant de bout en bout, un album sorti le 31 janvier dernier en librairie, dans lequel je me suis plongé avec plaisir et que je vous recommande chaudement à mon tour. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. Démarrons cette revue des sorties par un album qui m'a fait découvrir une sportive que je ne connaissais pas, alors qu'elle a remporté pas moins de 11 grands chelems au tennis, que ce soit en simple ou en double, dans les années 50. Il faut dire qu'à cette époque, la société américaine, lieu où se déroule l'histoire, a essayé de tout faire pour l'écarter des circuits, de l'invisibiliser, mais pas seulement elle, toute la communauté noire dans son ensemble. Vous aurez compris qu'avec White Only, album que signe Julien Frey au scénario et Sylvain Dorange au dessin, nous sommes à la jonction entre le sport et le regard posé sur la société américaine de cette époque. C'est donc bien de ségrégation raciale et de racisme dont il sera question ici, même si l'héroïne de cette histoire ne fut pas à proprement parler une militante active de cette cause, elle dont le parcours exceptionnel dans sa discipline aura su faire bouger les lignes quand même. Elle s'appelle Althea Gibson et c'est dans le quartier où elle a grandi qu'on la découvre dès les premières pages, dans les rues d'Harlem, tout le monde ou presque connaît cette jeune sportive qui rivalise avec les garçons, même à la bagarre. Quartier pauvre et à majorité afro-américaine, Harlem est aussi le terrain de jeu du quotidien de la jeune Althea qui fréquente de moins en moins l'école, lui préférant le baseball, le basket et depuis peu le paddle et le tennis. C'est donc elle que le lecteur s'apprête à suivre dans les 152 pages de cette bande dessinée qui la verra s'éloigner de sa famille pour être prise en charge en 1940 par l'entraîneur Fred Johnson avant d'être confiée aux bons soins du docteur Eaton qui sera un mécène pour la jeune femme. De page en page, on la voit s'améliorer, mais être frustrée, car à cette époque, les joueuses noires ne pouvaient pas affronter les blanches, ce qui réduisait le champ des possibles au niveau sportif. Accompagnée par ses mécènes, elle va réussir à se faire accepter sur le circuit principal réservé aux Blancs, jouer des tournois comme Wimbledon, Roland-Garros ou encore Forest Hill, ce qui deviendra l'US Open et devenir la première championne noire du tennis féminin. Cette histoire est racontée avec beaucoup de justesse par le scénario de Julien Frey qui nous replonge dans une époque pas si lointaine où le premier combat que dut mener Althea Gibson a été de pouvoir jouer avec les Blancs.
Avec la même justesse, au niveau du dessin, Sylvain Dorange donne beaucoup de caractère et de personnalité à cette héroïne dont on sent qu'il a eu de l'affection pour elle. Nous replongeons dans le Harlem des années 40-50 avec une patine qui va du sépia à l'orange, il propose aussi un graphisme précis et expressif qui finit de rendre cet ouvrage passionnant à découvrir. Sorti le 19 février dernier chez Glénat au sein de la collection Vent d'Ouest, White Only est à la fois l'occasion de remettre sur le devant de la scène une grande championne, mais aussi nous rappeler combien le racisme est un vrai fléau pour nos sociétés. C'est une bien mystérieuse affaire que mon coup de cœur suivant vient remettre dans la lumière, la disparition le 29 octobre 1965 à Paris de Mehdi Ben Barka, le principal opposant du roi Hassan II au Maroc. À cette époque, Ben Barka n'est pas seulement une figure de la vie politique marocaine, il est aussi l'un des leaders des mouvements révolutionnaires et à ce titre, il a des contacts réguliers avec des hommes comme Fidel Castro et Che Guevara ou encore Ho Chi Minh du côté de l'Asie. C'est d'ailleurs avec cette casquette qu'il s'apprête à rencontrer 3 personnes à la brasserie Lippe des Champs-Élysées avec l'espoir de trouver des financements et un réalisateur pour faire un film sur les différentes révolutions de par le monde. Ce rendez-vous ne se fera jamais et au lieu d'une entrevue de travail, il semblerait que ce soit un véritable guet-apens qui fut tendu ce jour-là au leader de la gauche marocaine, un enlèvement qui sera fatal à Ben Barka. Mais justement, l'album s'intéresse aux différentes hypothèses et aux nombreux personnages qui font le casting de cette sombre histoire qui n'a toujours pas livré ses secrets, même en 2025. Il faut dire que, comme on le comprend, ni l'État marocain, ni même l'État français, ne semblent pressés de faire la lumière sur cette affaire où chacun semble avoir joué un rôle, même s'il apparaît clair que le général de Gaulle n'a jamais été mis au courant d'une telle chose. Au cœur de cette histoire apparaissent surtout 2 figures qui semblent être centrales, un certain Stouki, qui sera chargé de monter cette affaire pour le compte du général Oufkir, et Georges Bouche-Sèche, proxénète notoire et certainement celui qui a tué Ben Barka. Dans cette bande dessinée, David Servenet, journaliste, en plus de signer ici le scénario, tente de démêler le vrai du faux en s'appuyant sur des témoignages, dont celui de Bachir Ben Barka, le fils de Mehdi, pour présenter de manière intelligente toutes les hypothèses qui tournent autour de cette affaire. Avec un dessin en noir et blanc dont les ombres sur les visages des personnages sont le reflet des mystères qui entourent cette enquête, Jack Reynal nous entraîne dans les pas des protagonistes et fait revivre cette enquête au sein des 160 pages de cet album. Avec sa couverture qui mélange le rouge, couleur de la violence, mais aussi de la révolution, avec le noir et le gris, où Ben Barka se retrouve entouré et emmené par 2 hommes, on entre de plein pied dans cette histoire qui finit de se raconter dans un dossier en fin d'ouvrage. Paru aux éditions Futuropolis le 5 février dernier, Ben Barka, la disparition, est au final un album passionnant et éclairant sur une tragédie qui a surtout vu disparaître en plein Paris l'un des personnages les plus intéressants et importants du Maroc de cette époque. Avec Le baiser du Sphinx, Bastien Vives inaugure une nouvelle série rafraîchissante et passionnante à suivre, une série qu'il veut classique en revenant au fameux format 48 pages et à de l'action du début jusqu'à la fin. Il met ici un couple en scène, banal en apparence, mais à qui il va arriver des aventures que le lecteur va prendre plaisir à suivre. D'ailleurs, un 2e tome est déjà prévu pour ce mois de mai. Le baiser du Sphinx est donc l'occasion de se familiariser avec nos 2 héros. Avec ses lunettes et sa barbe de 3 jours, nous avons Quentin, la belle blonde qui l'accompagne n'est autre que sa femme, Sophie, et les 2 tourtereaux se sont accordés quelques jours de vacances sur une île grecque au moment où on les découvre. Histoire de s'éloigner de la routine avec boulot et enfants, le couple a donc décidé de se reposer, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que les vacances vont prendre une drôle de tournure dès lors qu'Olivier, un blond au sourire ultra bright, va faire son apparition sur la plage. Ce n'est d'ailleurs qu'une vague connaissance du couple que cet Olivier, le genre de gars à qui l'on dit oui par politesse quand il vous propose quelque chose, mais duquel vous voulez vous éloigner le plus vite possible dès qu'il a le dos tourné. Et ici, c'est ce qu'aurait dû faire le couple quand ce drôle de type les a invités sur son yacht, c'est ce que vont découvrir Quentin et Sophie, tout comme nous,
en poursuivant cette lecture qui va droit à l'essentiel et s'avère rythmée. En arrivant sur le bateau, en plus de se rendre compte qu'il n'est pas vraiment la propriété d'Olivier, le couple découvre que d'autres personnes sont invitées à bord, dont certains narcotrafiquants fichés au grand banditisme. Pour ne rien arranger, au milieu des bandes dessinées et des objets d'art présents sur le yacht, un papillon sphinx s'échappe d'un très vieil objet et vient semer la mort et la pagaille, ce qui va finir de transformer complètement les vacances de notre couple en aventure haletante où le danger est présent en permanence. Avec ce trait si caractéristique, nerveux et esquissé parfois, même si ici il gagne en détail et en précision, l'enfant terrible de la bande dessinée française, Bastien Vivès, nous propose une série divertissante et redoutablement efficace, dont le premier tome donne déjà envie d'avoir la suite entre les mains. À noter aussi la belle mise en couleur de Brigitte Findakly, qui fait passer des couleurs chaudes aux couleurs froides en fonction de l'évolution de l'action et finit de flatter l'œil du lecteur qui se plonge dans cet album. S'éloignant des polémiques en revenant à un essentiel qui finit de montrer tout le talent de Vivès en bande dessinée, il multiplie aussi les clins d'œil aux grandes séries classiques, comme c'est le cas ici avec Bernard Prince. Ce sont les éditions Casterman qui publient ce titre, que j'ai pris grand plaisir à lire, un album dynamique et captivant pour une lecture que je ne saurais trop recommander, surtout si vous avez une nostalgie pour les classiques du 9e art. Quel titre énigmatique que celui du nouvel album du duo Zidrou au scénario et Pascal Salomon au dessin, une bande dessinée qui s'appelle La Crevette, alors qu'il n'est ici pas question du tout de parler de crustacés. Mais du coup, à quoi ce titre fait-il exactement référence ? Eh bien, que ce soit dit, je ne vous le révélerai pas et je vous laisserai découvrir tout cela en lisant cette bande dessinée. Mais je vais tout de même vous toucher quelques mots de La Crevette, une histoire qui démarre alors que l'hiver a recouvert la ville de Paris de son épais manteau blanc et que le froid donne envie de se mettre au chaud. C'est le moment bien choisi pour aller découvrir une boutique qui s'appelle Divine de Paris et dans laquelle Madame Ledoyen et sa vendeuse Brigitte vendent les plus belles parures de lingerie de toute la capitale. La nouvelle collection printemps-été doit d'ailleurs arriver en ce jeudi, mais nous ne verrons pas l'ombre d'une culotte ou d'un soutien-gorge de cette nouvelle ligne, car le livreur a fini dans l'Escaut, en Belgique, pour éviter un Gilles. À la boutique La Divine de Paris travaille aussi la charmante Aline, qui est sténodactylo et qui officie sous les ordres du grand patron, Monsieur Séraphin, lui qui dirige son petit commerce d'une main de fer au quotidien. Celui qui dessine les modèles et en pince pour la belle Aline se fait surnommer Tintin, et tout ce petit monde, nous l'observons s'agiter avec en voix off pour nous raconter cette histoire, l'un des mannequins qui orne la vitrine principale et que tout le monde surnomme Toinette. C'est une histoire pleine de charme, avec un petit quelque chose de suranné, que nous raconte ici Zidrou, qui va faire évoluer ses personnages et aborder des thèmes comme l'amour, l'acceptation de soi, ou encore l'importance du regard de l'autre. Avec un dessin semi-réaliste, plein de grâce, rehaussé par de très belles couleurs directes à l'aquarelle, Paul Salomon finit de nous entraîner dans cette histoire qui s'amuse en fait avec l'un des tabous les plus forts qui puissent exister chez les hommes. C'est que l'album La Crevette est comme ça, il s'est installé une ambiance confortable avec un dessin douillet et délicat pour mieux aborder encore un sujet que le titre de l'album ne dévoile pas vraiment, alors je n'en dirai pas plus moi aussi. Si le titre vous intéresse et attise votre curiosité, sachez qu'il est disponible depuis le 7 février dernier en librairie, qu'il est publié aux éditions du Lombard et qu'il fut pour ma part une très agréable et surprenante lecture. Mon coup de cœur suivant nous ramène au Japon du début des années 2000, un Japon où les monstres ont disparu après avoir été combattus pendant des années par les fameux Sentai que nous connaissons très bien chez nous sous des appellations comme les Bioman ou encore les Power Rangers. C'est un très bel hommage que rendent Mathieu Bablé au scénario et Guillaume Singelin au dessin à toute une culture présentée plus en détail à la fin de l'ouvrage, la culture tokusatsu, dont les deux auteurs sont grandement friands, comme on le découvre ici.
renouvelant le genre dans une série qui est publiée avec une couverture souple, en noir et blanc et au format manga. Shin Zero, titre de cette série passionnante, se déclinera en 3 épisodes avec un premier tome sorti en librairie le 22 janvier dernier. Mais du coup, si le monde est totalement débarrassé des monstres d'antan, dont le souvenir est encore vivace dans la société, à quoi peuvent bien servir les Sentai au début des années 2000 ? C'est ce que l'on va découvrir en suivant Warren, Héloïse, Nikki, Satoshi et Sophia. Étudiants faisant le métier de Sentai à mi-temps, ou prenant cette mission très à cœur, en essayant de raviver le souvenir des anciens, nous suivons ces 5 jeunes gens dans un monde où cette profession s'est ubérisée et où les missions s'acceptent en se rendant sur une appli directement installée sur son téléphone. Protéger des convoyeurs de fonds, faire le vigile, mais aussi descendre les chats des arbres, le quotidien des Sentai a radicalement changé et tout le monde peut dès lors postuler et enfiler à son tour le costume et le casque de super-héros. C'est donc une bande de 5 jeunes losers que l'on va suivre ici, même si on se rend compte que dans la réalité, les choses sont beaucoup plus complexes, d'autant que Satoshi semble penser très fortement que la menace des kaiju ne semble pas totalement avoir disparu de la société. Avec un dessin qui fourmille de détails et qui se veut précis, en noir et blanc, tout juste rehaussé par les couleurs de nos personnages quand ils sont transformés en Sentai, nous sommes plongés dans cette histoire de la plus belle des façons. Si le dessin de Guillaume Singelin est très agréable à parcourir, le scénario de Mathieu Bablé fonctionne parfaitement bien et on sent dès lors toute la complicité entre les 2 auteurs et leur background commun. Ce sont les éditions Rue de Sèvres, sous le label 619, comme vous pouvez l'imaginer, qui éditent cette série passionnante, une aventure porteuse de sous-textes, mais comme c'est souvent le cas avec ces 2 auteurs talentueux. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, la réédition dans un très beau format carré, plus grand que sa version d'origine, de Ripple, le chef-d'œuvre original et dérangeant de l'artiste américain Dave Cooper. À l'instar d'un Daniel Clowes ou d'un Charles Burns, Cooper a développé un style qui lui est propre et des thématiques où viennent s'entrechoquer le réel et le fantasme, comme dans cet ouvrage qui ressort en librairie, sous-titré « Une prédilection pour Tina ». La Tina en question, l'histoire va nous permettre d'apprendre à la découvrir sous tous les aspects, et quand je dis cela, ce n'est pas un vain mot, car durant une grande partie de l'histoire, elle va se retrouver nue ou affublée d'une combinaison en cuir. J'en profite ici pour rajouter que cet album, qui flirte avec un érotisme poussé sur certaines pages et qui développe les fantasmes du personnage Martin Blasquette, n'est pas à mettre entre toutes les mains ou sous tous les yeux. Notre héros est un artiste, une espèce de double de l'auteur, un dessinateur qui doit réaliser un travail de commande d'œuvres provocantes et érotiques afin d'obtenir une bourse d'artiste qui lui permettra de vivre et de voir venir la suite avec sérénité. Pour réaliser ce travail, il va se mettre à la recherche d'un modèle nu, mais pas question d'une femme conventionnelle, ici sa recherche va se focaliser sur des femmes banales, voire des femmes laides. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Tina en question répond parfaitement bien à cette description, plutôt jeune et assez forte, elle a aussi un visage très disgracieux avec ses 2 canines pointues qui ressortent de sa petite bouche. Bref, loin d'être un top modèle, elle ne va pourtant pas laisser insensible notre héros qui va développer une véritable obsession pour cette femme qu'il peint et photographie sous toutes les coutures. Docile en apparence, Tina devient de plus en plus dominatrice dans une relation qui devient toxique et douloureuse pour Martine, qui finira par devenir l'esclave de la jeune femme. Le lecteur devient voyeur de ce huis clos qui se déroule quasiment exclusivement dans l'appartement de Blasquette, un huis clos des plus malsains où Tina semble finir par mener la danse et devenir le sujet après avoir été l'objet. La préface de David Cronenberg s'intéresse d'ailleurs bien plus à cette femme qu'à Martin Blasquette, y voyant là un personnage aussi grossier qu'énigmatique qui donne toute la profondeur de cet album, aussi original que captivant. Le dessin colle parfaitement bien à l'ambiance d'ailleurs, les personnages apparaissent parfois difformes, les corps sont présentés dans toute leur crudité et les 2 canines de Tina nous rappellent toute la monstruosité qui se dégage de cette femme que l'on pensait soumise.
20 ans après une première parution en France, ce sont les éditions Hubert qui rééditent cette bande dessinée singulière et interdite aux moins de 18 ans. Original dans son approche sur le rapport entre l'artiste et son modèle, et esthétiquement en adéquation avec le sujet développé, Ripple, une prédilection pour Tina, a tout de la bande dessinée originale sur laquelle j'aime tomber parfois, un album qui ne peut pas laisser indifférent. Ainsi se termine ce 194e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à l'album Moi, Cléopâtre, dernière reine d'Égypte, que l'on doit à Isabelle de Tancre ainsi qu'aux éditions d'Argo. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode. J'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe. Sur le compte lebuller.podcast, vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 17 mars, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.